Salut tout le monde, bienvenue dans Starter pour parler du Grand Prix d'Arabie Saoudite sur le circuit de la Corniche de Jeddah, un circuit de 6 km 174 qui accueille pour la première fois la Formule 1 qui a été réalisée en un temps record de 8 mois. C'est le 76e circuit différent visité par la Formule 1 et le 50e Grand Prix différent depuis le tout début du championnat. Et depuis la présentation de ce circuit, on avait vraiment de grosses craintes sur déjà le dessin qui ressemble à un couteau, à du... je sais pas quoi penser, en plus un circuit urbain permanent, c'est nouveau, ça va même sortir, c'est un nouveau concept. C'est un peu un Macao des temps modernes, hein, on va pas se mentir, les murs sont très proches, ils sont archi proches même, il n'y a aucune possibilité vraiment d'avoir une marge d'erreur. D'ailleurs, elle n'a pas pu venir. Hein, elle nous a appelé, elle nous a dit je peux pas venir, c'est le mariage, tout ça. Donc voilà. Faut dire que franchement, ouais, y a pas, les murs sont proches, il n'y a pas de visibilité, je me répète. La visibilité d'ailleurs, franchement, ça c'est très important. Elle est presque nulle dans certains virages. Dans le premier secteur, pour commencer, il y a aussi certains virages où vraiment, surtout les virages 22 et 23, qui sont des enchaînements qui sont quand même assez tarés. On arrive là à près de 230 km/h sur un frein, c'est même pas un gros frein, c'est un frein assez moyen. D'ailleurs, on a pu voir des accidents pendant les essais, pendant le Grand Prix aussi. C'est assez taré comme circuit d'ailleurs. Parce que franchement, depuis le début, on avait des craintes sur la sécurité. En plus, sur un circuit qui était encore en travaux, hein, on va pas se mentir. Le circuit n'est même pas fini. Du moins, la piste en elle-même, elle est finie. Les barrières sont installées, tout ça, c'est très bien. Mais le circuit, pour les installations, c'est pas ça. Pour vous dire, il y a même eu une fuite d'eau dans des garages. Chez Alpine, McLaren et je crois même Aston Martin. C'est pour vous dire que voilà, ça sent encore la peinture, on n'a pas encore essuyé les plâtres. Hein. Mais pour revenir à la piste, on voit que ouais, c'est très tendu. On se demande même comment ce circuit peut avoir le grade 1 de la FIA qui permet au Grand Prix de Formule 1 de se dérouler. C'est pas les grades 2 ou 3, hein, pour la Formule 1 c'est une grade 1. Je vous laisse aller voir d'ailleurs c'est quoi, c'est une grade pour les circuits internationaux. Hein. En France, on doit voir, on a le Castellet, c'est sûr, Manicourt, ça a vérifié, Le Mans, je pense que c'est le cas. Le Mans, le circuit Bugatti, pas le circuit de la Sarthe, et encore, je me permets d'avoir un doute. On a aussi vu que côté sécurité, on a très peu de Tech Pro, enfin, on a quand même des Tech Pro, hein, on les a vus en action du week-end. On a aussi des cyphers, parce que c'est tellement proche, les murs. Les cyphers, ce sont des barrières métal, polystyrène qu'on voit la plupart du temps en IndyCar sur les ovales, ou même sur d'autres circuits, un comme moment au virage Porsche, même à Sochi de mémoire, il y a ça à Sochi dans la grande courbe. Et je ne vais pas faire de reproche à ce système de Cypher, qui est un système exceptionnel qui a été instauré depuis des années sur les ovales. C'est vraiment irréprochable. Et le problème, comme c'est la Formule 1, ça peut être toujours différent. Mais vraiment, ça peut être toujours différent. Et c'est vrai qu'au final, le bilan de ce circuit, il est pessimiste, mais voilà, on s'est quand même pris de belles frayeurs quand même tout au long de ce week-end, hein, on va pas se mentir. Déjà avec les sorties de piste qu'on a eues donc en Formule 1 et en Formule 2. Il y a aussi d'autres frayeurs qu'on s'est pris avec Théo Pourchaire et Enzo Fittipaldi. Est-ce que c'est... Oui, c'est Enzo Fittipaldi à la course principale de Formule 2. Aux dernières nouvelles, bon, c'est celle qu'on a eue à la fin de la course de Formule 2. Hein. Théo Pourchaire et Enzo Fittipaldi ont été évacués à l'hôpital. Ils ont été amenés conscients. On n'a pas d'autres nouvelles. Je regarde un peu sur Twitter si des fois on n'aurait pas d'autres news, mais ça a l'air d'être le cas. Donc ça n'a pas l'air d'être le cas. Enfin voilà, c'est. D'ailleurs, on va pas se mentir, je vais aussi vous inviter à venir voir le replay qui sera nettoyé, tout ça de ce live. Parce qu'on va pas se mentir, il y a encore des enquêtes qui sont en cours. C'est pas encore tombé les résultats, c'est. Faut dire qu'on a vraiment eu un Grand Prix complètement taré. Voilà.
complètement taré. Et il y avait aussi les mots clownesques et absurdes que je voudrais bien vous sortir pour la course, pour la FIA, mais bon, ça, de toute façon, on va en parler après. Hein, c'est... De ce que je vous propose quand même, c'est de faire un peu un point sur le championnat pilote et constructeur avant ce Grand Prix. Quand même, pour rappel, Max Verstappen était leader sur Lewis Hamilton, il était séparé que de 8 points. Un vrai duel au sommet entre les deux pilotes, tout comme du côté des équipes. Hein, Mercedes et Red Bull sont séparés que de 5 points. C'est avant Jeddah quand même. Bon, il y a aussi la guéguerre entre Toto Wolff, Christian Horner et Helmut Marko. Hein. D'ailleurs, on voit bien que Red Bull a du mal à gérer Helmut. Parce que pendant les essais, la troisième séance d'essai, on a eu le cas de Lewis Hamilton qui roulait au ralenti, qui aurait un petit peu forcé un pilote à sortir de piste avec Nikita Mazepin. Il y a eu une convocation chez le commissaire, il n'y a pas eu de pénalité. Il y a aussi eu, soi-disant, un roulage excessif sous double drapeau jaune. Mais après enquête interne entre les commissaires et la FIA, ils ont vu que finalement, voilà, c'était une erreur humaine, il n'y avait pas de raison d'avoir un double drapeau jaune. Et en plus, c'était même pas un double drapeau jaune qui sortait pendant une seconde, c'était un drapeau blanc pour annoncer qu'il y avait un véhicule lent sur la piste. C'était le cas, de mémoire c'était Tsunoda. Mais la FIA avait laissé une petite brèche pour dire que voilà, si certains veulent protester, bah, n'hésitez pas, vous avez encore une deadline pour le faire. Et le premier qui est dans cette fissure, c'est Helmut Marko, mais il était tout seul. Ah oui, il a pris son courage à deux mains. On porte réclamation contre Mercedes, Hamilton, tout ça. Red Bull, obligé d'éteindre l'incendie. Ils ont dit non, on fait rien, non, rassurez-vous, on va pas porter réclamation, hein, on comprend très bien ce qui s'est passé, rassurez-vous, on n'ira pas porter réclamation. Non mais vous savez, on veut passer pour les gentils et pas les méchants. Non, les méchants c'est Mercedes. Oui, ça aussi c'est faire passer Mercedes par les méchants, hein, et Mercedes qui fait passer Red Bull par les méchants. Tout le monde y joue à ce jeu ridicule, autant le dire, parce que même avant le Grand Prix, il y avait Horner, attendez si je retrouve la phrase. Ouais, Horner, dans une interview d'avant ce week-end du Grand Prix, on avait remis une couche dans l'histoire, dans la lutte entre Hamilton et Verstappen, et bien sûr la lutte Horner-Wolff. Hein. Donc Horner qui disait que Hamilton provoque subtilement, j'aime bien le mot subtilement, Verstappen. Je pense que Christian Horner, pour cette fin de saison, il a beau être détendu, comme il dit, mais je pense qu'à la moindre chose, il doit être susceptible. Faudra demander l'avis à susceptible, mais... mais bah, bon, voilà, nous, ce qui nous intéresse, hein, et celle qui fait foi dans la Formule 1, c'est la bataille en piste. Et d'ailleurs, ce que je vais vous proposer, pour parler de cette bataille en piste, c'est d'abord parler des qualifications. Je vous propose qu'on aille maintenant, je retrouve ça. Les qualifications, donc, avec cette grille de départ exceptionnelle. Enfin, d'abord, les résultats. La pole position de Lewis Hamilton devant Valtteri Bottas. Derrière eux, on retrouve Max Verstappen et Charles Leclerc. Sergio Perez de 5ème tour devant Pierre Gasly, encore une fois dans le top 6, le Normand. Il devance Lando Norris devant Yuki Tsunoda. Esteban Ocon 9ème devant Antonio Giovinazzi sur la Sauber. Ça faisait longtemps, tiens. En deuxième partie, on retrouve Daniel Ricciardo sur McLaren, qui devance Kimi Raikkonen, le futur retraité. Fernando Alonso 13ème devance George Russell devant Carlos Sainz. Ça aussi, on va parler, Carlos Sainz. Nicolas Latifi est 16ème devant Sebastian Vettel. Lance Stroll 18ème devant les As de Mick Schumacher et de Nikita Mazepin. C'était une séance attendue au vu des essais puis aussi de la situation sur la piste. Hein. On pouvait attendre à tout et n'importe quoi pour cette qualification. Bon, on n'a pas été déçus, on va pas se mentir. Hein. Parce que déjà, la première chose qui nous inquiétait, au vu déjà de des premières images de Jeddah, c'est le trafic, qui est vraiment le gros point noir que la FIA n'arrive toujours pas à gérer. Attention, la FIA n'arrive toujours pas à gérer le trafic sur un circuit. On l'a bien vu à Monza et à Bakou cette année d'ailleurs, c'était un peu tendu.
Il laisse faire, c'est bien simple. Le trafic était attendu dans le dernier tour, hein, et c'était le vrai bordel parce que à la fin de la première partie de la Q1, de la première partie de la Q1, pardon, à la fin de la Q1, je vais y arriver. Bah, Verstappen était en train d'exploser le chrono, mais il a dû bondir sur les freins quand il a vu le trafic qu'il y avait lui dans le dernier virage. Ah, franchement, ça franchement, c'est dangereux. C'est dangereux, ça, on n'arrête pas de le répéter. Enfin, on n'arrête pas de le répéter. Nous, les fans, il y a bien sûr les pilotes, les équipes, et la FIA. Hein? Non, je crois qu'ils sont bouchés là-dessus. Et avec en plus cette histoire du trafic, il y a des pilotes qui ont été piégés. D'ailleurs, le premier qui a été piégé là-dedans, c'est Vettel. What? Le what de Vettel, franchement. Ah, il m'a fait rire, mais j'étais déçu pour lui parce que quand je vois les positions des Aston Martin dans cette qualification, oh, c'est terrible, c'est terrible. On va y revenir de toute façon après. C'est vraiment terrible, mais de ce qu'on a vu, c'est vraiment un bordel incroyable. Je vous l'annonce. Mais je pense qu'ils attendent même une catastrophe pour agir parce que pendant, c'était quoi je crois que c'était pendant la Q2. Oui, c'était pendant la Q2. C'est ça. On a eu une touchette entre Bottas et Raikkonen. Bottas qui avait fini son tour chrono et Raikkonen derrière qui faisait son tour chrono. Bah, les deux se sont touchés, mais bien, hein, attention. Il y a eu une enquête de noter. Enfin, l'accident a été noté. Et il n'y a pas eu d'enquête. C'est grave quand même qu'il n'y ait pas d'enquête sur un truc qui aurait pu mal tourner, quoi. Pour les plus jeunes qui se demandent qu'est-ce qui pourrait se donner une voiture qui se touche à cette vitesse-là, je vous invite à aller voir le Grand Prix d'Europe 2010 et le décollage immédiat de Mark Webber avec Heikki Kovalainen sur un Lotus à l'époque. C'est ça qu'on risque nous à chaque fois qu'il y a une histoire du trafic comme ça. C'est qu'il y a une voiture qui vient prendre une roue arrière et qui décolle. C'est ça qu'on risque à chaque fois. Que ce soit, on le risquait ici à Jeddah, on le risquait bien sûr, on le risque bien sûr sur tous les circuits où le trafic est important. Voilà, c'est. Qu'est-ce qu'on a aussi vu dans cette qualification? Ah oui, on a aussi eu une grosse peur pour Carlos Sainz. La première chose qui a été notée sur Sainz pendant la Q2, un track limite. Alors là, sur le coup, on s'est dit, bah merde, quand il a fait Sainz pour faire un track limite sur une piste où il y a des murs, ah bah on a vu. Ah bah, il s'est chié dessus, c'est le mot. Ah bah vous aurez vu le dérapage de la Ferrari, le train arrière qui décroche, et l'aileron arrière qui vient à peine toucher. Je crois que c'est un tech pour cet endroit-là. Bon bah l'aileron, il a fait un peu ça, mais... Ah mais c'est pas passé loin de la catastrophe pour Sainz, sincèrement. Ça a été horrible. Et puis, bien sûr, on va quand même parler de ce qui s'est passé dans la toute fin de qualification. La toute fin. Je veux pas dire le Graal, parce que le Graal, c'est de la merde. Mais ce tour de Max Verstappen en qualification, il est sorti de je ne sais où. Bah, attendez, on a regardé. Putain, on a regardé par terre. On n'a pas trouvé. On sait pas d'où il sortait ce tour. Et franchement, il aurait été jusqu'au bout. Très sincèrement, ça aurait été le plus gros coup de poker de cette séance, de même de toute la saison. D'un circuit typé Mercedes, ça aurait pu être le plus gros coup de l'année. Il y a eu 26 virages exceptionnels. Sauf que le circuit en compte 27. Et devinez ce qui s'est passé à la fin. Ça a touché. C'était foutu. C'était foutu. La troisième position pour Verstappen sur cette grille. Et encore, vu le choc qu'il a eu, on a pensé qu'il aurait pu avoir un changement de boîte de vitesse. Franchement. Finalement, ça n'a pas été le cas, puisqu'on verra sur un grille que d'ailleurs, une grille qui n'a pas de pénalité, ce qui change par rapport à la dernière course. Mais dans l'ensemble de ce que nous a sorti Verstappen, putain, il n'y avait pas de mots, je vous dis, il n'y avait pas de mots. C'était juste
exceptionnel. Qu'est-ce qu'on avait encore d'autre dans cette qualification? Bon, et bien sûr, bon, les Mercedes se sont fait leur tour, mais bon, voilà, c'est... Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Du moins pour les Mercedes. Sinon, dans les autres faits, bah tiens, on a Giovinazzi qui est rentré en Q3 depuis le Grand Prix de Monza. C'est sa quatrième rentrée en Q3 pour l'Italien, qui va quitter d'ailleurs la Formule 1 après Abu Dhabi. Tsunoda aussi, qui est en Q3. De mémoire, c'est la quatrième fois qu'il rentre dans la Q3 cette saison. On a eu un Charles Leclerc très bien placé sur la grille, quatrième temps de la séance, magnifique. On a qui d'autre? Pierre Gasly qui nous fait encore un top 6, mais franchement, il faut qu'il remplace le G par le 6 dans son nom. Voilà, c'est vraiment l'homme des top 6, et en plus, je crois qu'il était à 2 millièmes de Perez. Perez qui était avec un Red Bull qui marchait pas du tout. C'était quelque chose d'incroyable, voilà. Et puis bien sûr, on avait Aston Martin qui était nulle part dans cette qualification, qui était aussi nulle part pour la suite. D'ailleurs, je vous propose une grille de départ. Et on se retrouve juste après pour parler de la course. Je me permets d'une pause. A tout de suite. Bon, faut bien en parler de ce Grand Prix. Faut bien en parler. Parce que franchement, dans l'idée, je ne savais pas si on pouvait retrouver un scénario à la Bakou 2016, course que j'ai carrément oublié parce que voilà quoi, ou bien un scénario à la Singapour 2008. Mais Flavio Briatore n'était pas disponible. Il s'excuse aussi, il n'a pas pu venir, il était dans la mariage, tout ça, voilà. Mais ce qui nous a rassuré, c'est que le premier virage a été très calme. D'ailleurs, les 5 premiers n'ont pas bougé dans ce premier virage. Mais quand même, cette course fut très très bien mouvementée. Et on va rentrer dans les faits, puisqu'on va quand même parler de la première neutralisation, qui était avec Schumacher au deuxième tour, avec sa Haas. Déjà, je ne sais pas comment ils ont fait les Haas pour rouler sur ce circuit, mais tant mieux pour eux, parce que voilà, Bon, enfin, tant mieux pour eux, oui, ils ont réussi à survivre à cette course, mais bordel, c'était pas gagné pour eux. Et donc, du coup, malheureusement, la sortie de piste pour Mick Schumacher, qui a fini dans les Tech Pro de l'enchaînement des virages 22 et 23. Résultat, première safety car, première safety car, et du coup, neutralisation. Chamboulement des stratégies. Les Mercedes se sont arrêtés, et pas Verstappen. Verstappen ne s'est pas arrêté, C'était un peu brouillon à ce moment-là. On s'est dit, ça y est, Mercedes retourne encore dans leurs erreurs habituelles des stratégies. Franchement, c'est pas passé loin de ce qu'on a vu dans le week-end. C'est pas passé loin parce que le problème, c'est que si le drapeau rouge sortait à ce moment-là et que la course repartait après, ça faisait un arrêt gratuit pour Verstappen. Et ça n'a pas loupé. Il y a eu le drapeau rouge et il y a eu un arrêt gratuit pour Verstappen. Verstappen qui s'est pas arrêté, qui s'est retrouvé leader provisoire du Grand Prix, s'est retrouvé tout simplement leader du Grand Prix. Voilà. C'est ce qu'il faut dire. C'était franchement... il y avait d'autres pilotes qui ne sont pas arrêtés également pendant cette première neutralisation. Il y avait Esteban Ocon, qu'on va aussi parler. Il y avait Daniel Ricciardo. C'est des pilotes qui ne sont pas arrêtés et qui ont fait un arrêt gratuit pendant ce drapeau rouge. D'ailleurs, j'ai bien pu voir qu'il y avait des contestations par rapport à ça. Bon, c'est vrai que ce côté-là, je pense que ça pourrait être un point du règlement qui pourrait changer, mais bon, voilà quoi, c'est pas à nous de décider malheureusement, mais c'est vrai que cette règle est vraiment idiote d'avoir un changement autorisé de pneumatique sous drapeau rouge. Allez, il y aurait une crevaison de détecter, ok, on peut l'autoriser. Bien sûr, les changements de pièces pour des raisons de sécurité, tout ça, moi, je ne suis pas contre. Par contre, le changement de pneus, parce que pour avoir un arrêt gratuit dans la stratégie, moi perso, je ne suis pas un grand fan. Faut se dire que dans l'idée, c'est ce que Lance Stroll a eu à Monza 2020, la victoire de Pierre Gasly. Il a eu pareil, on avait des doutes, et puis finalement, d'ailleurs, je viens d'y repenser à Monza 2020. Je viens d'y repenser parce que, vu que Max Verstappen a eu un arrêt gratuit, et que Hamilton et Bottas se sont arrêtés, les pneus des Mercedes étaient un peu plus
rodés, on va dire, et les pneus de Verstappen étaient neufs. Bon, c'est sûr, il devait plus s'arrêter, Verstappen. Mais à la relance du départ, qui était un deuxième départ arrêté, on s'est dit, Verstappen en tête sur la grille avec les deux Mercedes à l'arrière, qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça que sur le coup, j'ai repensé à Monza 2020 parce que Stroll avait les pneus neufs, il était deuxième. Hamilton, il n'avait pas changé de pneus parce que on connaît l'histoire. Et Gasly était troisième à ce moment-là. Et Stroll s'était loupé à son départ. Il a même tout perdu au départ. Je crois qu'il était ressorti quatrième. Et ça avait permis à Gasly d'être deuxième derrière Hamilton et de profiter de la tête de course. Mais pour ici à Jeddah, est-ce que le scénario aurait pu se répéter? Il s'est répété. Verstappen est non seulement resté sur place, il est resté sur place, Hamilton est très bien parti, et même Verstappen a été vexé de son deuxième départ parce que c'est bien simple. Il a coupé le virage, enfin il a essayé de tenter de passer, mais il a coupé le virage. Et du coup, bon bah voilà, il s'est retrouvé, il a réussi à passer, de force. D'ailleurs, Ocon en a profité pour passer deuxième, et Hamilton est ressorti troisième. Mais juste derrière, nouvel accident de course, assez terrible quand même, puisqu'on a Leclerc qui s'est retrouvé en sandwich avec Perez et le mur. Bon, bah on a vu ce que ça a donné, hein. Perez envoyé sur le côté. On a eu encore eu une catastrophe avec... enfin, encore failli avoir une catastrophe, je passe mes mots, avec Russell et Mazepin. Russell qui se décale au dernier moment pour éviter Perez. Mazepin, bah lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il veut essayer d'éviter Russell. Ça n'a pas marché. Il a carrément foncé dans le cul de la Williams. Il n'est pas fautif, hein, Mazepin. Franchement, pour le coup, il n'est pas fautif. Il a sauté sur les freins trop tard. Voilà, franchement, pour le coup, je peux pas lui en vouloir, hein, Mazepin. Et c'est vrai que là, après, elle a été chez fond. Et puis surtout, le Halo a encore fait son boulot là-dessus. Mais quand même, il y a une autre question. Il y a une autre question à propos de cet nouvel accident au premier virage. Permettez. Il y a encore une nouvelle question par rapport à ce nouvel accident entre Hamilton et Verstappen, hein, puisque Verstappen a carrément coupé. Hein. Et surtout, Hamilton n'a pas forcé le passage, quoi. Et le problème, on a un deuxième drapeau rouge, on se demande de ce qui va se passer, et là, on rentre dans le moment, enfin, dans l'un des moments les plus ridicules de la course. Je vais être franc avec vous, je ne sais pas quoi penser de ce qu'on a pu entendre dans les conversations officielles entre les équipes et la FIA. Parce que je sais que depuis le Grand Prix d'Espagne de cette année, on a le droit à ces radios pour avoir un peu plus de clairvoyance, hein, un peu plus de visuel de ce qui se passe entre les équipes et les officiels de la FIA, bien sûr. Et franchement, pour le coup, c'est pas du léger différé qu'on aurait voulu, c'est vraiment le direct pour les radios. Une offre. Michael Masi a fait une offre à Red Bull pour savoir si oui ou non il voulait rétrograder volontairement Verstappen pour qu'il reparte derrière Hamilton. Une offre. Regardez le règlement. Moi je l'ai pas fait, mais c'est sûr, dans n'importe quel règlement, automobile, moto, camion, tout ce que vous voulez, il n'y a pas un seul chapitre où on parle de faire une offre, une proposition. Il n'y en a pas. On dirait que Michael Masi, il s'est cru dans Apprendre, on va laisser. Ah, franchement, là, il s'est pris pour Arthur. Alors, c'est bien simple. Bon, Red Bull, voilà. Votre pilote a coupé le premier virage pour prendre un avantage. Je vous offre une proposition. Le banquier vous fait une proposition. C'est d'échanger la place leader de Verstappen
contre une pénalité. C'est à prendre ou à laisser. Hein. Ah oui, vous voyez, j'ai vraiment sorti la boîte. Soit vous gardez votre boîte, soit vous les changez. Qu'est-ce que vous faites? La décision sera très difficile. Placement de produit. Hein. Est-ce que Red Bull va accepter la proposition du banquier? Et bien sûr qu'ils vont l'accepter. Et regardons qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte. Bon bah voilà. Ça fait du bruit. C'est le rond Hamilton. Hein, c'est... Non, sérieusement. Là, je viens de passer pour ridicule. Hein. Je m'en excuse. Mais je pense que je peux pas être plus ridicule de ce qui s'est passé entre Red Bull et la FIA. Mais depuis quand on fait des offres pour échanger des places pour... Où est-ce que ça s'est vu ça? Sincèrement. Déjà depuis le début du week-end, c'est pas terrible sur la gestion de la piste. Mais alors là... Non mais sérieusement. Y a pas... Là aussi il n'y a pas de mots. Mais comment on peut se dire, allez, tiens, on échange ta place, je te propose une chose. Là, tu vois le poleman, je te propose une chose, je te l'envoie en dernier. Ouais, d'accord, mais le deuxième, je sais pas, on peut pas le faire... On peut pas le faire partir, je sais pas, en avant-dernier. Oh non, attends, on va le faire partir 10e. Et le 5e, bon, on le met devant. Et le dernier, bah, on va le remettre. J'ai l'impression que ce qu'on a eu, c'est un peu comme sur le jeu F1 2000, où on pouvait faire les grilles de départ au choix. C'était... Non mais attendez, je sais pas de ce que vous en pensez. C'était rien. Oh, je peux vous dire que les mots absurdes et clownesques sont pas assez violents pour dire de ce qu'on a vécu dans ce choix de l'IFF de dire allez, on vous propose de rétrograder volontairement votre pilote. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Dans les règles, il n'y a pas une offre de changement de place, il n'y en a pas. Mais c'est vrai que voilà, Verstappen a coupé le virage, il aurait dû rendre la place. Dans les faits, d'accord. Mais faites-le après la relance, j'en sais rien. Ou afficher une pénalité, 5 secondes, j'en sais rien. D'ailleurs, bon, les 5 secondes pour Verstappen, ça, ils sont tombés aussi tout à l'heure, on va y revenir. Mais quand même, je pense que déjà ce week-end, je pense que la FIA a manqué de professionnalisme. C'est le mot, voilà. Les professionnels, ils n'étaient pas là. Ils sont pas venus. Non, ils se sont dit, ah non, on reste chez nous, on a la flemme, on va pas venir, bah, demandez à la FIA. Non mais attendez. Je vais être franc avec vous, je regrette Charles Whiting. Et même Jean-Marie Balestre. J'ai jamais connu Jean-Marie Balestre, hein, je vous dis. Mais pour le coup, j'ai regretté ces deux personnes. Mais depuis quand on fait des offres pour changer des places? Sérieusement. Bref. N'hésitez pas vraiment à dire de ce que vous en pensez déjà de ça. Mais pour moi, c'est pas du... C'est pas de la course, c'est pas de la Formule 1 qu'on a vu à ce moment-là. C'est carrément du marchand de tapis. Voilà, c'est... Ah, vas-y, je te vends le tapis. Je te vends le tapis, pardon pour l'accent. Je vais pas le faire, voilà. Non, franchement, de ce qu'on a vu, c'était nul. Mais bref, revenons à notre course. Vu que Red Bull a accepté l'offre du banquier, de la FIA, pardon, de faire partir Verstappen derrière Hamilton et Ocon. Parce que oui, du coup, Ocon reprend la tête de la grille de ce troisième départ. Ocon premier, Hamilton deuxième, Verstappen derrière. Et en plus, Verstappen va en profiter aussi pour changer des pneus médiums cette fois. Eh ben, il n'y a plus qu'à revoir ce troisième départ. Qu'est-ce qui va se passer? Le coup du siècle. Et là, cette fois, je peux le dire, c'est le coup du siècle. Parce que Verstappen les a déposés. Le coup du siècle, franchement, pour Verstappen, qui a fait un super envol, qui a piégé Ocon et Hamilton. Il est sorti de nulle part, il a plongé dans l'intérieur, il a vu qu'il y avait un trou de souris, il a plongé, il a pris la tête de course. On n'attendait plus que Hamilton passe Ocon. Ah, c'est fait, et ben voilà. C'est reparti pour un duel au sommet entre Verstappen et Hamilton pour la tête de course.
Ça a été long. Ça a été long quand même à venir tout ça. Et vous savez quoi? Je pensais pas qu'on aurait vécu un scénario comme ça aussi. J'avais peur aussi qu'il y ait des contacts entre les deux pilotes. Mais alors là, pour le coup, je sais pas quoi. Bah, je sais pas quoi penser non plus là-dessus. C'est. Ok, bon, je sais que la première fois, la première tentative d'Hamilton, il a voulu essayer de passer Verstappen, ça n'a pas marché, ils ont coupé. Mais comment ils ont réussi à s'embrouiller pour dire à Verstappen, laisse passer Hamilton, que Hamilton n'a pas compris ce qui s'est passé à ce moment-là. Je sais pas ce qui s'est passé. Que les deux viennent se toucher. Ok, peut-être que. Ouais, Verstappen, on l'a dit, bon, écoute, voilà, t'as coupé le virage, faut que tu rendes. C'est idiot, mais il faut que tu rendes la place. Voilà, c'est comme ça, t'as pas le choix. Et Hamilton, qui n'a pas été prévenu en temps et en heure par son équipe, il a ralenti, il voulait garder le DRS pour le prochain virage. Je sais pas de ce qu'on peut penser de cet accrochage, parce que. Est-ce que la faute était à Verstappen? Est-ce que la faute était à Hamilton? Est-ce que la faute était aux équipes? Je peux pas vraiment vous dire franchement, de qui est la faute. Voilà, je vais pas vous dire, mais oui, voilà, c'était tout simplement encore risible de ce qui s'est passé là ce week-end. Voilà, c'était encore risible. C'est, on a vu encore un truc bien peu ridicule de ces dernières courses. C'était quelque chose. Je sais pas de ce qui s'est passé. Bah, tiens, d'ailleurs, je pense qu'il y a eu une enquête entre Hamilton. Ah, bah oui, contact entre Hamilton et Verstappen. Bref, je pense que je ferai une pastille avant pour le replay, hein, donc vous m'excuserez. Mais au soir de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah, je peux déjà vous annoncer que le la victoire en revient officiellement ce soir à Lewis Hamilton devant Max Verstappen et Valtteri Bottas, devant Esteban Ocon et Daniel Ricciardo, Pierre Gasly à nouveau 6ème devant Charles Leclerc et Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi devant ce Lando Norris. Le meilleur tour est pour Lewis Hamilton. Et je vais pas vous mentir, il n'y a aucun de ces deux pilotes qui sort grandi de cette course. Aucun. Ni Hamilton ni Verstappen. Bien sûr, Verstappen, c'était brouillon un peu de ce qu'il a fait. Hamilton, bien aussi, c'était brouillon. J'ai envie de mettre les deux dans le même panier. Et puis voilà, quoi. C'est ce que je vous propose, c'est de passer au bilan des équipes. Et quand même, on va en faire un. Par contre, lui, il va rester. Pas de grande question sur le chat. Hein. De toute façon, bon, j'ai mis le chat comme ça pour voir s'il y aurait des réactions. Ah bah tiens, excuse-moi, c'est Douni. À qui il faut demander la FIA? Laisse-moi rire. Ah bah oui, la première question que tu m'as posée, Douni, comment est-ce possible de laisser un pilote aussi dangereux en piste? De toute façon, on l'a bien vu ce week-end, la FIA était en tout à leur roue libre. Ça d'ailleurs, c'est du plagiat aux copains Damien et Olivier. Hein. Je ferai un procès contre Michael Masi pour ça. Mais voilà, c'est à qui il faut demander. Je suis même pas sûr si la FIA en serait capable de dire à qui est la faute. Je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'ils soient compétents pour ça. Non, non, non. Non, non, demandez à quelqu'un, peut-être à Jean Todt. Voilà, c'est. Non, demandez à Fernando Alonso, qui a bien fait directeur de course pendant qu'il roulait. Et d'ailleurs, si on peut avoir Alonso comme directeur de course à l'avenir, avec Vettel, moi je suis preneur, franchement. Et donc il est temps de passer au bilan des équipes, et ben on va commencer par Mercedes. Mercedes qui a donc bloqué la première ligne de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, pardon, toutes mes confuses. Et franchement, sur un circuit qui était vraiment, pour elle, a été un peu en difficulté, on va pas se mentir. Pourtant, le vendredi était très bien, c'est pas de ce qui s'est passé par la suite pour eux. C'est vrai que le samedi était un peu moins en forme. Ils ont été rattrapés vraiment par Verstappen.
Mais n'empêche, ils ont failli se faire piéger dans la stratégie du Grand Prix. Ils amènent à nouveau les deux voitures sur le podium. Bon, c'est très bien pour eux. Mais voilà, ils ont été quand même un peu brouillons dans les décisions de la course entre Hamilton et Verstappen, de ce qu'on a dit. Mais voilà, c'est encore eux qui ressortent vainqueurs, qui sont encore leaders au championnat constructeur. C'est quelque chose quand même qui va être à noter parce que je pense que là, ils ont une bonne carte à jouer pour ce championnat et il faudrait qu'on voit les écarts après, mais je pense que là, ils ont pris une sérieuse option côté constructeur. En ce qui concerne Hamilton et Bottas, c'est quand même encore un excellent résultat pour eux. Enfin, un excellent résultat. Ça n'a pas été très propre pour Hamilton, hein, on va pas se mentir. Bottas a été compliqué, en plus lui qui était très bien placé en début de course. D'ailleurs, je regrette que Mercedes ne l'ait pas laissé en piste à la première neutralisation. Franchement, ils auraient pu, parce que ça aurait pu être un moyen de bloquer Verstappen pour permettre à Hamilton de repasser. Mais bon, voilà. Hein. Le scénario a été différent. J'ai bien envie de dire que c'était un bon week-end pour Mercedes, mais j'ai des réserves. Voilà, c'est autant dire. Autant le dire, ça n'a pas été vraiment clean de leur part. On va passer à Red Bull cette fois. Avec le Red Bull, bon ben voilà, deuxième avec Max Verstappen et malheureusement à pied pour Sergio Perez. Bon, Sergio Perez avait du mal à être dans le coup du Grand Prix avec la petite punchline de Jacques Villeneuve. Il est venu Perez, ouais. Oui, oui, il était venu Perez. Et franchement, je pense qu'il aurait pu être une bonne carte à jouer dans ce Grand Prix. Malheureusement, ça n'a pas aurait été le cas, je vais y arriver. Malheureusement, oui, voilà, il s'est pris cette touchette entre Leclerc, mais voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, Leclerc avait pas trop le choix. C'est un peu dommage pour lui d'avoir abandonné à Pérez. C'est malheureusement à nouveau 0 pointé pour le Mexicain qui, franchement, avait bien repris du galon dans ce week-end. Et bien sûr, on va parler de Max Verstappen, on va pas. Il avait fait, franchement, il avait fait quelque chose d'incroyable en qualification. Il faisait quelque chose d'incroyable en course. Il maîtrisait, franchement. C'était lui qui devait gagner le Grand Prix. Je le dis. C'est lui qui devait gagner le Grand Prix. Puis on a vu de ce qui s'est passé. Hein, les coupes des virages. L'imbroglio pour laisser passer Hamilton. Les pénalités, tout ça, je vais pas vous mentir, Verstappen n'en ressort pas grandi non plus. Et bien sûr, pour répondre à nouveau à la question de Nouni, comment on peut laisser un pilote comme ça, c'est vrai que Verstappen, il est toujours brouillon quand c'est des situations, enfin qui est toujours brouillon, il est très agressif dans ses défenses, là-dessus, on l'a toujours vu, on ne peut pas le nier. Mais c'est vrai que là, ça n'a pas été prêt. Je suis désolé. Ça n'a pas été propre dans certaines de ses défenses. Et à nouveau, ça peut lui coûter cher aussi. D'ailleurs, quand on a vu l'erreur qu'il a fait, je ne sais pas pourquoi, l'erreur en qualification, quand je dis que je ne sais pas pourquoi, mais dès le vendredi aux essais, il était allé chercher très tôt les limites. Vas-y qu'il est allé chercher les limites, à frôler les murs, à carrément rouler sur les vibreurs. En plus, je serais lui, j'aurais vraiment évité de rouler sur les vibreurs parce que on a le patin en bois sous le fond plat qui a une certaine épaisseur peut faire disqualifier une voiture. Là-dessus, ça ne plaisante pas côté FIA. Si le patin n'est plus assez épais, la voiture est disqualifiée, donc son pilote. J'ai pas compris pourquoi Hamilton est allé limer son fond plat sur les vibreurs. Même avant le Grand Prix, il a fait ça. Tour de sortie des stands, grosse préparation comme s'il allait en qualif. Hein. Enfin bon, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu des disqualifications avec ce problème. Mais bon, voilà, c'est. Mais bon, c'est pas terrible non plus le week-end pour Verstappen et Red Bull. Ils ont intérêt à être plus propres à Abu Dhabi parce que franchement, ça peut se jouer là-bas. Enfin, ça va se jouer là-bas, le championnat. On va passer à Ferrari, donc, qui termine un peu loin aussi
dans cette course, je n'ai plus le classement. Et pourtant, ils avaient fait une bonne qualification avec Leclerc quatrième et Carlos Sainz 15e, hein, qui partaient de très loin. Et pourtant, les deux voitures sont encore dans les points, un peu loin certes, mais ils ont pu profiter de la situation pour revenir. C'est de bon augure pour eux, je vais dire, mais de ce qui s'est passé entre Leclerc et de la qualification de Sainz, ils nous ont fait peur à la Scuderia. Là, franchement, c'était vraiment recherché de très loin ce résultat. Heureusement pour Leclerc, il a pu continuer, mais il a eu une grosse peur avec Perez. D'ailleurs, je crois que Leclerc et même Sainz sont sous enquête, hein. Je dois dire une bêtise peut-être, mais voilà. Mais c'est vrai que là, Ferrari, ils reviennent d'assez loin quand même dans ce week-end. Puis pour Sainz quand même, hein, qui a dû changer carrément de baquet. Hein. Ah bah oui, je vous raconte pas l'odeur. Mais voilà, une course sauvée encore pour, pour Ferrari, je vais y arriver. Un peu loin quand même, quand on connaît le potentiel de la Ferrari. En plus, Leclerc qui était quatrième et là qui se retrouve septième en course. C'est vrai que c'est un peu dommage. On va passer ensuite à McLaren où les deux voitures sont à nouveau dans les points. Et franchement, Ricciardo qui partait 11e et qui termine 5e. Merci le drapeau rouge. Je vous l'avais dit, Ricciardo a profité de la première neutralisation pour faire un arrêt gratuit sous le drapeau rouge. Alors c'est vrai que c'est pas mal comme résultat. Enfin, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça sauve aussi McLaren. Mais voilà, ça va être comme Ferrari. C'est un peu brouillon. C'est un peu dommage. Je pense qu'il méritait mieux. En plus, Norris qui est classé 10e, c'est un peu moyen aussi comme résultat pour l'équipe de Woking qui ne pourra pas remonter sur sa troisième position. On va voir ça après au classement. Mais voilà, c'est comme Ferrari, c'est un peu mitigé comme bilan. C'est moyen. Et c'est un peu comme se dire, oui, c'est un peu moyen. Voilà. On va passer à Alpine qui est passé à 1/10 d'un troisième podium cette saison. 1/10, bordel. Eh, le t-shirt, il est là, j'ai failli vous le mettre. J'ai failli vous le mettre, mais non, voilà, c'est... Ouais, pourtant, il a tenu sa troisième place, Esteban Ocon, mais bon, avec un Valtteri Bottas qui a un moteur usé, un DRS, bah voilà, il est passé sur la ligne pour 1/10. Mais franchement, Esteban, ouais, tu tenu ce podium, franchement, il a aussi profité de la situation du premier drapeau rouge pour faire un arrêt gratuit, il nous a fait quand même une superbe course, on va pas se mentir. Quant à Alonso qui a eu une course assez compliquée, qui s'est fait peur aussi. Je sais qu'au début de course, il avait pas de rythme, mais alors, sa sortie de piste, ouais, il nous a fait peur. Et, franchement, quand je vois quand même les sorties qu'on a eues, surtout celle d'Alonso, il s'est fait peur, qui est reparti à un moment où les voitures arrivent à peine balle, on a eu chaud. Mais sinon, Fernando, pour faire commissaire, pour faire directeur sportif, c'est quand tu veux, moi je signe. On va passer à AlphaTauri, tiens, avec Pierre Gasly qui arrive encore dans les points, encore une bonne course pour le Normand. Bon, Tsunoda, c'est un peu dommage. En plus, c'est dommage, Tsunoda était qualifié, je cherche, 8ème. C'est dommage, c'est 5 secondes de pénalité avec Vettel. Et puis aussi, là où il a terminé, c'est un peu loin. C'est encore Pierre Gasly qui ramène des points pour AlphaTauri. Tant mieux pour lui, il fait encore une course bien solide. Loin du grabuge qu'on a pu voir. C'est tant mieux pour lui. Bien sûr, ils ne pourront pas rattraper Alpine, on va pas se mentir. Hein. Ça va être fini pour AlphaTauri pour la 6ème place. Mais voilà, on note encore une superbe course de Pierre Gasly, encore une fois. Et ça, on pourra pas lui enlever, encore une fois. On va passer à Aston Martin, très loin en qualification. Oh, Aston! Ah ouais, ils étaient loin. Et pourtant, ils ont essayé de revenir dans la course. Ils ont essayé. Bon, déjà, on a Vettel qui se fait percuter par Tsunoda, qui sème des morceaux de carbone sur la piste. Et en plus, qui se fait accrocher avec Kimi Räikkönen. Oui, Kimi Räikkönen. D'ailleurs, je vais pas vous mentir. L'accrochage Vettel-Räikkönen, c'est un ridicule. Ah, franchement, c'est un ridicule. Bon, on va pas nous Räikkönen après. Mais là, franchement, ça a ruiné toute la course d'Aston Martin,
qui terminent encore loin dans ce Grand Prix. Ben, vivons pour eux qui passent en 2022 parce que là, ça devient compliqué pour l'équipe anglaise. Tu vois, en plus, elle a sorti une belle voiture. Quant à Lance Stroll, bon ben voilà, j'ai pas vu de la course. Je ne dirai rien pour lui, j'en suis désolé. Williams en plus, qui était dans un week-end un peu spécial, on va en parler après de Frank Williams. Je regrette vraiment qu'ils n'ont pas eu un bon résultat. En plus, la qualification était assez pas mal. 14e pour Russell, 16e pour Latifi. C'est un peu dans les standards qu'ils nous offrent. Et je regrette déjà, bon, déjà Russell, il a eu chaud avec Mazepin. Hein. Mais voilà, je regrette vraiment son abandon à Russell. Donc Williams qui n'aura pas pu profiter de tout ce qui s'est passé en piste. Un peu dommage pour eux. C'est voilà, un week-end un peu loupé et je regrette. Alfa Romeo avec Giovinazzi dans les points et en plus qui fait une bonne qualification. De temps en temps, je disais que tenait la baraque pour Alfa Romeo. C'était de temps en temps en fait quand il faisait une bonne qualif, quand il marquait des points. Voilà, c'est. Mais je regrette vraiment qu'il s'en aille de la Formule E, qu'il s'en aille en Formule E. Mais bon, voilà. Hein. Vous me direz, c'est peut-être pas plus mal. J'aurais peut-être voulu le voir en IndyCar, Giovinazzi, en Hypercar, pardon. IndyCar, c'est pas pareil. Mais voilà, bon, Giovinazzi ramène 2 points supplémentaires à Alfa Romeo dans cette course assez bordélique. Et Raikkonen nous a fait du. Je sais même pas qu'est-ce qu'il nous a fait, Raikkonen avec Vettel, qui a assisté à passer à un endroit où ça passait pas du tout. Qu'est-ce qu'il allé s'accrocher avec Aston Martin? C'était ridicule. Je sais que Raikkonen en a hâte d'en finir. Mais là, franchement, son départ, il est en train de le péter, voilà. Je regrette vraiment de ce qu'a fait Raikkonen. Ça, je voudrais pas qu'il parle vraiment en mauvais termes avec Alfa Romeo quand même. Ça serait dommage. Mais là, franchement, de ce qu'il a fait en course, c'était nul. Voilà, autant le dire. Et on va terminer avec As, où malheureusement les 2 voitures ont terminé à la casse, malheureusement. Hein. La grosse sortie de Mick Schumacher, comme Leclerc vendredi, où il perd le train arrière dans l'enchaînement des virages 22 et 23. Franchement, il nous a fait peur, Verstappen, toutes mes confuses. Schumacher, il nous a fait peur, heureusement, rien pour le pilote allemand, tant mieux pour lui. Et puis Mazepin, qui nous a fait peur aussi. Je le dis comme tout à l'heure, il n'est pas fautif dans ce qu'il a fait. Il s'est jeté sur les freins pour éviter de percuter Russell. Malheureusement, voilà, c'est arrivé. Et encore une fois, je le répète, le Halo a fait son travail parce qu'on ne sait pas de ce qui aurait pu se passer s'il n'était pas là. Voilà, les 2 As, malheureusement, qui ne sont pas dans un très bon état avant d'arriver à Abu Dhabi. Je regrette vraiment qu'aucune de ces 2 voitures n'ait vu l'arrivée. On avait des craintes pour eux aussi, mais voilà, c'est. Vivement que la saison se termine pour As. Voilà. Déjà, s'il arrive à prendre le départ à Abu Dhabi, ça sera génial. Voilà. Il est temps de parler des classements, et vous ne rêvez pas, Max Verstappen et Lewis Hamilton à égalité de points à une course de la fin, 369,5 points chacun. Valtteri Bottas 3ème du championnat devant Sergio Perez et Charles Leclerc qui viennent de passer Lando Norris pour 4 points d'écart, 158 à 154. Carlos Sainz est toujours 7ème avec 149,5 points devant Daniel Ricciardo et Pierre Gasly qui passent à barre des 100 points. Fernando Alonso est toujours 10ème avec 77 points, rattrapé par Esteban Ocon 11ème avec 72 points. Peu de grande évolution derrière avec Sebastian Vettel toujours 12ème devant Lance Stroll, Yuki Tsunoda. George Russell 15ème devant Kimi Raikkonen et Nicolas Latifi. 2 points supplémentaires pour Antonio Giovinazzi toujours 18ème. Schumacher, Kubica et Mazepin sont toujours à 0 points. Pour les constructeurs, c'est un très net avantage pour Mercedes, 587,5 points contre Red Bull qui en compte 559,5, soit 28 points d'écart. Ferrari consolide sa 3ème position avec 307,5 points devant McLaren qui en compte 269. Alpine creuse encore l'écart pour la 5ème place avec 149 points contre AlphaTauri qui en compte 120. Aston Martin 7ème avec 77 points devant Williams et Alfa Romeo. As n'a toujours pas marqué de points avant la dernière course de la saison.
Et avant de se quitter, je voudrais quand même rendre hommage à Monsieur Sir Frank Williams qui nous a quittés dimanche dernier à l'âge de 79 ans. Et franchement, je vais vous sortir les chiffres, les statistiques, tout ça, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Et donc, on va commencer par les chiffres. Si je peux revenir au début d'un diaporama que je vous ai préparé. Je vais vous lancer, vous inquiétez pas. Donc, Frank Williams qui nous a quittés. J'en suis désolé, c'est pas le bon lancement. Pourquoi il s'est pas lancé? J'en suis désolé. Je sais pas pourquoi il s'est pas lancé. Voilà, Frank Williams, donc était mécanicien pilote automobile à ses débuts, pilote amateur. Il a très vite raccroché le casque. Il a été directeur sportif des équipes que vous pouvez voir marquées en bas pour les Toys, Iso Marlboro. Williams une première fois avant de revendre son équipe à Wolf et de revenir plus tard avec l'équipe Williams que l'on connaît aujourd'hui, puisqu'il a été fondateur en 1978 de Williams Engineering. Il aura collaboré bien sûr avec Patrick Head qui l'aura suivi pendant de nombreuses années à la tête de l'équipe. Bien sûr, patron d'équipe, c'était quand même un patron d'équipe, un dirigeant assez froid qui arrivait à cacher ses émotions face caméra et qui, comme le disait la lettre de Jean-Louis Moncé, pardon, je cherche mes mots, qui était quand même en train de chercher, Excusez-moi, je m'embrouille, je m'en excuse. Je m'en excuse parce que voilà, c'est quand même une grande figure qu'on a perdu. Pardon. C'est quand même le dernier des garagistes, même si j'aime pas trop ce terme de dire que voilà, c'est un garagiste. Frank Williams, je déteste vraiment ce terme. Mais voilà, c'était quand même une personne assez particulière de la Formule 1. Vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Donc voilà, je vais reprendre sa fiche. Donc je vous le disais, Frank Williams, ancien mécanicien, pilote automobile à ses heures, ancien directeur sportif et patron d'équipe qui apparemment pour l'engagement sur les Grands Prix vendait ses dernières cravates. Il a quand même fondé Williams Engineering qu'on connaît aujourd'hui. Quand on regarde les équipes qu'il a dirigées, il y a eu Polytoy en 72, Iso Marlboro, il y a eu une première équipe Williams en 75, avant qu'il la revende à Wolf en 77, avant de revenir sous l'équipe Williams que l'on connaît aujourd'hui en 1978, avec Patrick Head qui leur a beaucoup aidé pendant de nombreuses années. Et puis il y a ce palmarès, 9 titres constructeurs en 1981, le tout premier, suivi de 1981, il y a aussi 1986 et 1987. Et ensuite, il y a eu les années Renault 92, 93, 94, 97, 96 et 97. 9 titres constructeurs et puis 7 pilotes champions avec eux. Avec lui, il y a eu Alan Joss, Keke Rosberg, Nelson Piquet, Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill, Jacques Villeneuve, le dernier pilote à avoir été champion avec Williams. Je sais pour vous dire le temps que ça remonte. Et puis si on veut donner des chiffres aussi à l'équipe Williams, regardez ça, 781 Grands Prix après le Grand Prix du Qatar, c'est les chiffres arrêtés à ce moment-là. 114 victoires en Formule 1, 128 pole positions, 133 meilleurs tours, 313 podiums, 33 doublés. Il y a eu 70 pilotes qui ont roulé pour Sir Frank Williams. Il a aussi eu 10 motoristes. On pense bien sûr à l'époque Renault, Honda, l'époque Mercedes d'aujourd'hui, l'époque Ford Cosworth. Ça a été vraiment une grande équipe. Et en plus, là je vous laisse aussi cette image de Frank Williams et Ayrton Senna. Ça c'est au début des années 80 parce que c'est Frank Williams qui a permis à Ayrton Senna d'avoir roulé pour la première fois dans une Formule 1. Bien sûr, Ayrton Senna partira avec Toleman pour ses débuts en Formule 1. Mais les deux vont se retrouver en 1994 avec l'histoire que l'on connaît malheureusement derrière. Mais j'avais envie de partager cette image avec vous parce que voilà, on ne peut pas oublier que c'est grâce à Frank Williams que Senna a pu débuter.
Et d'ailleurs, je vous invite aussi à, si c'est possible, de retrouver une bande dessinée qui a été coécrite par Lionel François sur Ayrton Senna, qui revient sur le premier roulage entre Williams et Ayrton. Il y avait Ayrton, bon bah voilà, il était heureux en larmes de rouler dans une Formule 1. Et quand il demande à Frank Williams, il y a combien de vitesses sur ta voiture? Bah Frank Williams lui répond, bah il y en a 6. Et Senna va lui répondre, ah ok, parce que je crois qu'il en avait 5 comme sur ma Formule 3. Pour vous dire qu'à ce moment-là, il avait vraiment impressionné Williams et Aide. C'est, c'est quand même vraiment une équipe qui fait partie de l'histoire. Ce chapitre fait partie de l'histoire de cette équipe. Cette équipe fait vraiment partie de l'histoire de la Formule 1. Je vous disais, ces chefs qui sont incroyables quand on regarde au titre des constructeurs. Ils sont deuxième derrière Ferrari. Ils devancent McLaren. McLaren, ils ont 8 titres de champion du monde. Williams en a 9. C'est la deuxième équipe la plus titrée en Formule 1. C'est pour vous dire à quel point Williams fait partie de ce bloc de granit qui est la Formule 1. Du côté des victoires, bon, ils sont quatrième, ils ont été dépassés par Mercedes, on se demande bien pourquoi. Mais les chiffres parlent pour de l'équipe, c'est aussi la troisième équipe à avoir le plus de grands prix en Formule 1. Je vous le disais, il y en a 781, pardon, mais confuse. Et puis aussi côté podium, ils sont encore troisième équipe à avoir le plus de podiums. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. On sait que Frank Williams était quelqu'un de froid, de dur avec ses pilotes, la priorité à son équipe. Je l'avais déjà évoqué dans certaines vidéos en parlant de Nigel Mansell qui avait demandé une augmentation pour rester après 1992. Frank Williams l'a totalement refusé. Mansell qui est parti plus ou moins en bon terme à la fin de la saison 96, qui n'était pas soutenu en plus par son équipe, c'est pour vous dire. Alain Prost, qui détestait le management de Williams, a été quand même champion avec lui. Même Jacques Villeneuve lui a porté tête à Frank Williams. Franchement, je crois que c'est quelqu'un... Il n'y a personne d'autre dans le paddock aujourd'hui qui peut être comme Frank Williams. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un personnage qui est exceptionnel. Vous savez que vous allez nous manquer, monsieur. Oui, franchement, je crois que c'est un grand homme qui vient de quitter cette terre, qui a retrouvé ses anciens pilotes. Bien sûr, bon, on va penser à Pierce Courage, qui a été l'un de ses premiers supporters, l'un de ses premiers drames. Aussi Carlos Rosman, l'histoire de pourquoi Rosman n'a été jamais champion avec Williams. Il va aussi retrouver Ayrton. J'espère qu'ils vont se partager de très bons souvenirs là-haut. Voilà, c'est... Et si ça ne vous dérange pas, je voudrais quand même dire un dernier mot sur Frank Williams. Des patrons d'équipe qui passaient en priorité son équipe, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Et c'est ça qui le rendait anticonformiste. Et je pense que c'est ça qu'on peut garder de Frank Williams. C'était quelqu'un qui n'avait pas de sentiment pour ses pilotes, mais plus pour son équipe et pour l'héritage qu'il a laissé derrière. Et ça, on ne pourra pas l'oublier. Pas du tout. Je vous propose de conclure ce débriefing dessus. Merci à vous d'être venus passer pour le direct. J'espère que vous serez plus nombreux pour le prochain, pour le Grand Prix d'Abu Dhabi qui aura lieu donc le week-end prochain sur un tracé modifié. On va voir ce que ça va donner. En attendant, merci à vous d'être venus pour ce premier live que je faisais. Je pense que ça s'est bien passé pour ma part. Après vous, je sais pas. En tout cas, un grand merci à vous. Bravo. Et rendez-vous à Abu Dhabi pour le grand final. Ciao.